Radio J, il est 21h, vous écoutez Enfants d'Abraham ou d'ailleurs Michel Zerbib au micro, c'est votre émission désormais traditionnelle du débat en direct, sans tabou et sans crainte, mais dans la courtoisie et la bienveillance qui sied à des enfants d'Abraham d'origine, de pensée ou de cœur. C'est sur Radio J France 94.8 en Ile-de-France et radioj.fr bien sûr dans le monde entier. Vous nous écoutez par exemple en ce moment en Israël, aux États-Unis et même en Grande-Bretagne. Vous pouvez intervenir, vous le savez, en répondant à notre question sondage fil bleu. Aujourd'hui, nous parlerons de la culture, aussi de ces réseaux sociaux. A-t-elle tué la culture au nom de la haine de l'autre ? C'est sur le compte Twitter de Radio J, mais plus généralement, on va parler avec nos invités de culture et de politique, car ce mardi, j'ai le plaisir d'accueillir deux enfants d'Abraham qui sont à la fois des artistes, des professionnels. L'un est avocat, écrivain, l'autre est actrice, juriste, écrivain aussi, engagé, comme on disait jadis, impliqué en tous les cas dans les débats de société. On va le voir dans quelques instants. Rachel Kahn avec son livre « Racé » qui vient de sortir et qui fait du bruit. Richard Malka et son roman « Le voleur d'amour » qui propose aussi une vision du monde dans ce roman passionnant, très politique. Deux invités donc sur le pont avec lesquels nous allons commenter l'actualité, car comme chaque semaine, nous sommes un peu rattrapés par celle-ci sur ces valeurs, si je puis dire, sûres et constantes. La haine rabique sur les réseaux sociaux, les manifestations dites de l'islamo-gauchisme, de l'antisémitisme, des idéologies décoloniales, cancel culture et autres phénomènes qui font en ce moment notre quotidien médiatique, inquiétant et nous éloignent d'une France apaisée et d'un regard sur la culture qui nous rend vivants et dont nous parlons dans Enfants d'Abraham. Enfants d'Abraham, eh bien c'est maintenant pendant 1 heure avec vous sur Radio J. Vous pouvez donc réagir sur notre page Twitter de radioj.fr. Et je vous présente sans plus attendre nos invités dont je parlais il y a quelques instants. Rachel Kahn, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue en tous les cas ici. Vous êtes née à Tours, je dis quelques éléments de votre biographie, mais il y a déjà beaucoup de choses. D'un père gambien musulman, on peut le dire. Animiste. Animiste et d'origine musulmane, et d'une maman française juive, polonaise, ashkénaze. Ouais. Vous avez fait très tôt de la danse, du théâtre, de la musique, la littérature et surtout le sport. On avait eu l'occasion de parler avec vous, d'ailleurs, en 2016, des Jeux Olympiques de Rio. Les Jeux Olympiques de Rio, où nous parlions justement aussi de votre discipline, l'athlétisme, le 4 x 100 mètres, le triple saut. Vous êtes aussi une actrice de cinéma, ça c'est quelque chose de très important pour vous. Et je vous recevais d'ailleurs à l'époque pour votre premier roman autobiographique qui s'appelle Les grandes et les petites choses. Ensuite, en 2018, un ouvrage collectif, et on y reviendra, Noir n'est pas mon métier. Et enfin, pour arriver à ce livre dont nous allons parler, bien sûr, dans quelques instants, Racé, aux éditions de l'Observatoire. Ma petite question d'emblée, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme on dit, ont bruit d'un certain nombre de critiques très dures, en l'occurrence sur vous, puisque vous co-dirigez la place hip-hop de Paris. Et voilà qu'un communiqué aujourd'hui est venu se désolidariser de toutes vos prises de position médiatiques. Donc j'imagine celle-là aussi ce soir. Justement, Rachel Kahn, votre réaction en un mot? C'est toujours bien de parler en son nom. C'est toujours bien de parler. De toute façon, c'est ce qui m'est proposé, donc je parle en mon nom. Et ce soir, vous allez parler en votre nom. Bien sûr, mais j'ai toujours parlé en mon nom, donc voilà. Bonsoir Richard Malka, bienvenue. Vous êtes né à Paris, des parents juifs marocains, du Maroc. Merci en tous les cas d'être avec nous. Je vous avais croisé pendant presque 4 mois au tribunal des Batignolles lors de ce procès historique, Charlie Hypercacher. Votre plaidoirie, si émouvante, elle aussi est rentrée sans doute dans l'histoire, avec cette fameuse phrase « On ne peut plus tuer Charlie, on ne peut pas tuer une idée ». Vous êtes avocat de Charlie Hebdo depuis près de 20 ans, et vous êtes aujourd'hui, par exemple, celui aussi de Mila. Mila, menacée de mort, encore exclue de Twitter, les réseaux sociaux, après un raid numérique haineux. Ça vous surprend ?
Ah ben, on se fait jamais à l'ignominie, on s'y habitue pas. Oui, là, elle a posté un pain au chocolat, quand même. Un dessin de pain au chocolat. Ça lui a valu des centaines d'injures. Sale gouine, salope, sale islamophobe, on va te tuer, on va te violer. Alors là, on parle pas de culture du viol. Alors c'est Bizarrement. une gamine de 18 ans, hein, on peut le dire, une jeune femme de 18 ans aujourd'hui, qui est attaquée de façon extrêmement violente, qui vit dans des conditions étonnantes. Et Twitter la sanctionne, elle, et envoie un message de remerciement à ceux qui l'ont harcelée. Et quand ils rétablissent son compte, c'est sans aucune excuse et sans aucune explication. Oui, je m'y fais pas. Ouais, vous n'y faites pas. On lui a reproché sur certains médias, notamment de la télévision, qu'elle aurait répondu de façon à son style, très sûr. Particulier, je viole Allah. Ça, vous dites, elle a le droit de le dire. Non mais alors, si je regarde la loi, bien sûr qu'elle a le droit de le dire. Parce qu'on est dans une critique de la religion, même si je partage pas évidemment cette modalité d'expression-là, mais en tout cas c'est son droit. Et puis surtout, je veux bien qu'on s'attache à ça, mais il faut voir avant les centaines de « je vais violer ta mère, je vais te tuer et je vais te violer quand tu seras morte ». Donc à un moment, cette gamine, elle répond. Elle répond simplement. Enfin, elle a un tempérament aussi. Elle a du caractère. Donc, elle répond aux centaines de messages haineux, d'injures, de menaces qu'elle reçoit. Elle a un vrai caractère. Est-ce que, pour autant, elle doit endosser finalement les habits de la résistante contre vous savez, mouvements? C'est précieux, hein, les gens qui plient pas. On fait toujours l'éloge du roseau depuis la fontaine, mais on est bien aussi sous l'ombre d'un chêne. Ouais. Elle ne plie pas, c'est son caractère. Il y a des gens comme ça. Et donc, c'est une jeune femme fragile, mais c'est aussi une combattante. Et c'est précieux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans le cadre de cette émission avec votre livre, Le voleur d'amour. Je me tourne vers Rachel Kahn qui vient donc d'écrire ce livre qui s'appelle Racé. C'est un très joli titre, très classe, on pourrait dire, justement. Vous dites... C'est peut-être ça le problème. Dans certaines interviews, vous avez dit « je suis racé, voilà tout », enfin dans votre livre d'ailleurs, et vous n'êtes pas racisé. Alors expliquez à nos auditeurs quand même cette histoire de racisé. Vous êtes racé, on connaît le terme d'ailleurs, hein, c'est vous, la sportive, jolie, élégante, etc., élancée. Ça c'est racé, mais racisé, ça veut dire quoi ? Non, alors avant de répondre à cette question, juste je voulais vous dire que j'ai passé une journée qui était un peu singulière effectivement par rapport à ce qui s'est passé sur Twitter, que je viens de parler à Anne Hidalgo qui me soutient aussi et que son soutien est très précieux et que je suis absolument ravie de passer la soirée avec vous et avec Richard Malka. Et ça, dans une vie, c'est pas n'importe quoi. Il y a des gens qui passent leur vie à rencontrer des tocards, par exemple. Et ben moi, c'est un peu l'inverse. Voilà. Donc je suis très contente. Voilà. Voilà pour l'ancienne sprinteuse et triple sauteuse qui est Rachel Kahn. Je rappelle quand même pour nos auditeurs, parce que j'ai fait une allusion tout à l'heure en vous présentant. Donc vous êtes co-directrice de la place hip-hop de Paris. Oui. Vous allez le rester ? Pourquoi pas ? On vous demande juste de parler en votre nom et de plus engager... Non, mais on va pas passer la soirée à polémiquer là-dessus. C'est pas très intéressant. Par ailleurs, il y a des élus. Moi, j'ai un discours universaliste où je mets en avant nos droits fondamentaux et je pense que c'est un discours qui est partagé par la ville de Paris. Donc après, on verra. Mais je suis très tranquille avec ma pensée qui est dans ce que constitue notre République. Donc voilà. Donc je vais vous répondre sur peut-être racisé. Racisé. Alors, racisé... Aujourd'hui, si j'ai bien compris, toutes les personnes de couleur doivent, pour un certain public, doivent être considérées comme racisées, c'est-à-dire qu'ils sont vus comme noirs, comme donc c'est ça le racisé. C'est-à-dire que ça remet la race au centre, et donc c'est un moyen de se définir par rapport à la race. Et c'est ce qui est très dérangeant lorsqu'on est existentialiste et qu'on n'est pas essentialiste. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, je ne suis pas racisée, je ne me fais raciser par personne, parce que, en fait, me définir par rapport à une
couleur de peau, à une race, avec tout le mélange et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, ce serait absolument réducteur de me définir sur une identité qui est figée. Voilà. Alors, votre identité est loin d'être figée, c'est moins qu'on puisse dire. Vous pourriez même avoir, si on reprend un peu le vocabulaire de ceux qui stigmatisent en disant racisé, vous seriez la victime, en tous les cas, idéale, aujourd'hui appréciée, puisque vous avez des origines juives ashkénazes, la Shoah, il y a la colonisation, la décolonisation, l'immigration, le racisme, l'antisémitisme. Mais vous dites, et le sexisme, bien sûr, je n'ai jamais voulu jouer sur cette corde qui m'aurait rapporté des points aujourd'hui, vous dites, Rachel Kahn. Oui, alors c'est pas du tout intéressant de vivre une vie de victime. Les victimes, c'est celles qui ne parlent pas, surtout, et donc, très souvent, quand elles arrivent à parler, c'est douloureux. Et en fait, j'ai pas envie de me convaincre que je suis une victime. Et par ailleurs, ce serait tout à fait indécent par rapport à mon grand-père qui était déporté à Auschwitz, ma mère qui a été cachée pendant la guerre, par rapport à mon père aussi, son histoire africaine, qui est une histoire où il a fallu qu'il s'affranchisse de beaucoup de choses. Ce serait d'une indécence rare. Et donc, je ne veux pas me mettre là-dedans. Un commentaire peut-être de Richard Malka sur cet épisode-là, énième épisode de gens qui sont stigmatisés tout d'un coup, qui se retrouvent attaqués alors qu'ils essayent de défendre un point de vue, la liberté d'expression comme qui vous est cher. Ça coûte toujours, ça coûtait sous le stalinisme. Vous pouviez pas faire une carrière universitaire si vous épousiez pas cette idéologie-là. Ça coûte aujourd'hui dans les mêmes milieux. Si vous partagez pas les thèses décoloniales, à la mode, l'ère du temps, vous pouvez plus faire carrière, vous ne publiez pas, vous avez peur, vous vivez sous le terrorisme intellectuel. Mais il suffit d'avoir un peu de courage, en fait. Il suffit de dire non. Et vous parliez de Mila tout à l'heure. Oui. C'est une source d'espoir. C'est un exemple. Cette gamine de 17 ans montre l'exemple à beaucoup. C'est une héroïne ? Non, c'est pas une héroïne. Malgré elle. Non, mais elle a un courage dont on devrait s'inspirer. Qu'est-ce qu'il risque dans ses facultés ? Il y a un moment, ils sont majoritaires. Ceux qui ne pensent pas décolonial, genré et tout ce qu'on a vu au César samedi dernier. C'est-à-dire des postures. Mais ils n'osent pas parler. Et c'est ceux qui parlent le plus fort, mais ils sont minoritaires. À un moment, il faut avoir un peu de courage. Et Mila est un exemple de cela. Alors oui, ça a des inconvénients. Oui, on est attaqué. Oui, comme Rachel, on a des problèmes éventuellement quand on est en intégrité, quand on n'est pas totalement dans l'air du temps. Mais ça fait une vie beaucoup plus riche et plus exaltante. Et plus exaltante. Et puis on est en accord avec soi-même. Mais pas facile. Pas facile, mais qui recherche la facilité ? L'idéologie victimaire, et c'est le plus important dans ce que vient de dire Rachel Kahn, parce que là, on est au cœur du débat, c'est en train de massacrer toute une génération. Mais qui veut être victime ? Or là, on a une concurrence, mais qui devient grotesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, Meghan Markle est une victime. C'est-à-dire une multimillionnaire qui est duchesse, qui a eu tous les privilèges, maintenant, on la considère comme... Et elle joue de cette victimisation. Une victime racisée, mais pour utiliser et les vraies termes. Victimes, on les entend pas. Donc on est dans le n'importe quoi. Justement, je rappelais évidemment à nos auditeurs, mais ils le savent, que vous êtes l'avocat depuis plus de 20 ans de Charlie Hebdo, la une de près de 30 ans. En l'occurrence, la dernière une de Charlie Hebdo, vous avez une fois de plus, je parle de Charlie, placé à l'extrême droite pour cette population. C'est encore pire que ça, là. On est passé dans le clan des suprémacistes blancs pour avoir représenté la reine Elisabeth mettant un genou sur Meghan Markle. Vous voyez la bêtise, l'inculture de ces gens-là. Et vous voyez où ils nous amèneraient s'ils avaient le pouvoir. C'est-à-dire que plus rien ne serait autorisé. Là, on est dans un espèce de totalitarisme intellectuel qui fait peur.
Ça fait peur, comme vous le dites. En effet, Richard Malka, nous sommes en compagnie de Rachel Kahn. Je venais d'évoquer la sortie de son livre qui s'appelle Racisé. Ce livre... Il s'appelle Racisé. Le lapsus. Voilà le lapsus, je suis tellement... qui s'appelle Racé, bien sûr, et non, surtout pas Racisé. C'est un livre, vous aimez bien quand on dit, c'est un plaidoyer pour la France et ses valeurs qui sont en ce moment bafouées. C'est un témoignage. C'est un témoignage où je fais avec mon histoire personnelle, mes expériences, puisque mes expériences m'ont plus formée justement que mes origines. Et c'est ça, en fait, la clé. Et ensuite, je décline pour justement, on aime bien déconstruire. En tout cas, pour construire une autre forme de pensée qui met, en fait, les contradictions de tous ces mots qui nous séparent. Il y a racisé, mais il y a aussi ce truc afro-descendant, intersectionnalité, cette question de l'écriture inclusive, tout ça qui nous détruisent. Et en fait, voilà, c'est un témoignage parce que j'analyse certains mots, mais je fais avec mon expérience, des choses que j'ai pu vivre. Par exemple, en tant que racé. Voilà, si on faisait des réunions en non-mixité, par exemple, mon agenda serait plein, puisque j'aurais des réunions en tant que femme juive, en tant que femme noire, en tant que femme juriste, en tant que femme de culture, en tant qu'actrice. Et en fait, le problème, c'est que moi, je peux pas, j'ai un besoin de travailler à un moment donné, je peux pas faire que ça. Après, sur la question des suprémacistes blancs, c'est tellement... Richard Malka est plus africain que moi, par exemple. Oui. Mais c'est ça qui est Richard. Fou. Non, mais on nous renvoie toujours... En fait, c'est un choix de se considérer comme faisant partie de telle ou telle communauté et donc de se choisir comme étant victime. Parce qu'on peut tous choisir une partie de notre identité, investir dessus et se dire « Ah ben voilà, on est du côté des victimes. » Mais moi, je suis quoi ? Enfin, on peut pas se réduire à une appartenance religieuse, une couleur. On est bien plus riche et complexe que ça. J'ai une culture juive, mais je me sens aussi arabe parce que c'est ma culture à bien des égards. Et culturellement, parfois, je me sens beaucoup plus proche des Maghrébins que des Ashkénazes, par exemple, parce que... vous dites ça devant Rachel. Mais oui, mais... on n'est pas d'accord, c'est bien, ça crée un débat. Voilà, il y a une culture commune. Mais voilà, j'ai telle sexualité, j'ai telle couleur de peau, et puis on est un mélange de tout ça. C'est plutôt que de s'enfermer à vie dans une petite case dont on refuse de sortir et surtout d'aller vers l'autre. C'est ça l'idéologie victimaire. C'est ça l'idéologie, c'est l'idéologie d'aujourd'hui. C'est cette idéologie qui nous inquiète, qui nous fait peur, c'est vrai. Je reste un instant sur le livre Racé de Rachel Kahn. Vous parliez des fondamentaux de la France. Quels sont ces fondamentaux que vous voulez défendre de cette manière-là et qui vous valent d'ailleurs aujourd'hui quelques péripéties et quelques critiques assez violentes? De toute façon, c'est liberté, égalité, fraternité, mais bien plus que ça, puisque moi, je suis dans le monde de la culture quand même. Oui. Donc normalement c'est le monde de l'ouverture. Il y a Édouard Glissant qui avait cette phrase « Nous venons tous du même poème » et les artistes sont là pour aller rechercher quel est ce poème à travers le monde, quelles que soient justement nos origines, etc. On va vers nos fondamentaux normalement en France avec tout ce que l'on a de patrimoine culturel, de cette richesse, pas seulement des Lumières, mais de je pense aussi à Manu Dibango, je pense aussi à ces gens qui viennent de la francophonie, Césaire, Senghor, Glissant, Chamoiseau et autres, où on a l'ensemble de ce patrimoine. C'est ça nos fondamentaux, c'est que nous sommes créoles, en fait. La créolisation du monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le fait d'aller vers l'autre qui construit votre identité. Mais comment aller vers l'autre sans faire... Mais bien sûr que je suis créole, mais on l'est tous, mais c'est un choix. Mais comment aller vers l'autre si vous vous enfermez dans un genre, dans une sexualité, dans une couleur de peau, dans une religion ? En fait, vous vous appauvrissez. Comment vous expliquez que ce phénomène gagne autant ? Et surtout, vous vous fanatisez. Vous diriez que c'est une minorité qui a pignon sur rue et qui influence cette idéologie C'est une minorité, mais c'est une minorité culturellement agissante et qu'on entend beaucoup et qui fait peur. Parce qu'elle lynche, et alors là, il y a la connexion avec les réseaux sociaux. Le lynchage
absolue que connaît donc, on en parlait il y a quelques instants, Mila, que vous vivez aussi en ce moment, Rachel Kahn, dans cette opération. Vous parlez de votre livre, donc c'est bien. Et d'une certaine manière, pour un peu sourire, vous avez fait connaître votre centre hip-hop de Paris, finalement. Oui, c'est sûr que là, il est médiatisé. Bon, on va essayer d'en sortir par le haut, oui. et de faire en sorte que les gens maintenant le connaissent, mais que ce soit pour de bonnes raisons. Mais en fait, effectivement, profitons de ce moment-là pour mettre les choses à plat et voir comment on peut tous profiter d'une liberté d'expression dans un centre culturel. Ça me paraît une bonne chose. Vous écoutez Enfants d'Abraham, nous sommes en direct sur Radio J. On est bien en compagnie de Rachel Kahn, de Richard Malka. On va marquer une petite pause et on va continuer à parler. On va parler aussi du livre, du roman de Richard Malka. Radio J Enfants d'Abraham, c'est ce soir, c'est en direct, c'est le débat en bonne compagnie avec Rachel Kahn, auteur du livre Racé, et avec Richard Malka, lui, auteur de ce roman Le voleur d'amour. Richard Malka, justement, je vais dire un mot de votre livre, même plus qu'un mot. Vous avez dans ce livre réinventé le personnage fameux qui fait peur aux enfants, et aux autres d'ailleurs, le vampire. Je crois que ce livre, vous allez peut-être me confirmer, est né après les attentats terribles de Charlie Hebdo de 2015. Et vous aviez à l'époque peut-être beaucoup de choses à dire, ou surtout ce qu'on appellerait des passions dures, de la haine, de la tristesse, c'est ça? De la haine, de la tristesse, de la colère, de l'amertume. Donc oui, des passions mauvaises, des passions tristes. Oui. Et il fallait que j'en fasse quelque chose, si possible, de positif, parce qu'on a tous ces passions au fond de nous. Et l'idée, c'est pas de les nier, mais de les regarder, puis d'essayer d'en faire quelque chose de bien. Alors j'ai posé ça par écrit, puis j'ai essayé d'en faire une histoire, et et j'avais une plume extrêmement noire qui collait plus du tout à ce que j'étais en train d'écrire, donc j'ai décidé d'écrire une nouvelle à part entière, qui ensuite est devenue un livre, et qui est devenu un livre, paradoxalement, un livre d'amour, avec effectivement un vampire, mais un vampire revisité, parce qu'il ne s'abreuve pas de sang, mais il s'abreuve de votre amour en vous embrassant par ses lèvres. Physiologiquement, il puise son amour, votre désir, votre plaisir. Il s'en nourrit, ça le rend éternel. Sauf que, du coup, il ne le vit jamais, l'amour, si ce n'est un unique baiser à Venise au XVIIIe siècle qu'il va qu'il va chercher à retrouver pendant 2 siècles et demi, ce qui va lui faire traverser le temps et les continents. Alors c'est vrai que votre héros, en l'occurrence, ce vampire, Adrian, vous le faites traverser, Van Todt, vous traversez les époques et même les lieux, c'est assez formidable. Vous le dites, il ne s'abreuve plus de sang, mais d'amour qu'il dérobe en embrassant ses proies, ce qui le rend d'ailleurs invincible et immortel. Alors c'est vrai que de ce roman ne s'interdit rien. On voit que là, vous êtes allé à fond. Mais je m'interdis rarement des choses. Hein, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un peu votre cas en tant qu'avocat. Ouais, blasphème, inceste, luxure, cupidité, la violence, la vengeance, bref. Il y a tout. Ça, c'est le roman qui le permet, ça. Bah, oui, puis en plus, c'est un roman dans la veine gothique, romantique, tragique. Mais comme je suis dans le gothique, je peux pousser les curseurs très très loin. Et effectivement, mais c'est l'intérêt d'un roman. Enfin, c'est un espace de liberté. Si on s'auto-censure, ce qui est d'ailleurs de plus en plus le cas, en particulier aux États-Unis, sous les mêmes phénomènes que ceux dont on vient de parler, ça vaut plus la peine d'écrire un roman. C'est là pour interroger les tabous, les marches qui nous fait, ce qui est en tension à l'intérieur de nous. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage. C'est fait pour nous faire réfléchir aussi, et y compris sur notre partie obscure. Oui, c'est vrai que c'est très exploré dans ce livre, dans ce roman, hein, qui est formidablement ambitieux, on l'a dit, mais c'est un pari et une ambition réussie, il faut bien le dire. Le livre est vraiment passionnant, et vous brassez les époques, les lieux, on est à Paris, on est parfois à Constantinople, on est en Afrique, et les époques aussi, la Révolution française, la guerre de 14. En fait, vous vouliez parler de tout dans ce livre?
En tout cas, de tout, ça permet de s'amuser, de faire vivre un héros sur 250 ans et de traiter les événements historiques qui vous intéressent. Et j'arrive à parler sur 1 page et demie de la naissance de la laïcité avec les encyclopédistes. Inspiré par Elisabeth Badinter, il faut rendre à Elisabeth ce qui appartient à Elisabeth. Et donc oui, je me suis amusé à aller dans les lieux que j'aimais, à New York, et dans les époques que j'aimais, la Révolution française, l'Holodomor en Ukraine. Ah oui, alors c'est quoi cet Holodomor c'est le génocide par la faim. C'est-à-dire que en fait, quand les stalinistes arrivent au pouvoir, ils ne nourrissent plus leur population qui est morte par millions. Dans une marche pour fuir. À l'époque, évidemment, de l'Union soviétique, la plus difficile. Ce livre, on vient de le dire, Richard Malka, vous l'avez écrit à un moment où c'était une période, au moins qu'on puisse dire, noire. C'est un euphémisme. Je vais prendre un avocat pour ce mot. Voilà, Rachel Kahn qui nous dit à juste titre que j'ai utilisé un mot, noir, pas à bon escient, c'est ça ? Oui, absolument, je quitte ce projet. Et qu'est-ce que vous dites justement, Rachel, de cette idée assez géniale du livre de Richard Malka, ce vampire, mais qui s'abreuve d'amour? Non, mais j'adore. J'adore parce qu'en fait, ça met l'amour au centre. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, c'est la vie. Et j'aime beaucoup ce que vous disiez sur notre part d'ombre, qui je l'entends, est mise en lumière. Et puis, évidemment, là, on est en toute liberté. C'est-à-dire que dans un roman, effectivement, on peut faire l'expérience d'une liberté absolue. Et ça, c'est génial. C'est génial. Moi, si je ne pouvais parler que d'amour, ça c'est mon métier. On essaye ce soir, en tout cas, okay. de parler beaucoup d'amour, mais on est, comme je le disais d'emblée, on est un peu rattrapé parfois par ceux qui n'ont pas énormément d'amour dans leur cœur. Ce livre noir, vous dites, je vous ai lu, Richard Malka, vous dites qu'il y a finalement beaucoup de lumière, mais où ça ? Mais dans ce personnage d'Adrian Van Gogh, parce que c'est un monstre. Puisque ces malheureuses victimes ne se sont laissées exsangues d'amour. Mais en même temps, je pense que, et c'est l'avis de tous les lecteurs, en fait, on l'aime. On n'arrive pas à le détester totalement, il est attachant, il est émouvant. Il y a une part d'humain en lui, il est face à sa tragédie, il la regarde, il est désespéré, il y a la lassitude des siècles, et c'est l'histoire de l'humanité. Il y a du monstre dans l'humain, il y a de l'humain dans le monstre. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis avocat, parce que vous essayez de trouver parce que je ne supporte pas d'être du côté de ceux qui lancent des pierres en groupe. Quoi qu'ait fait la personne qui reçoit les pierres, c'est comme ça, c'est ma nature. Donc, c'est ça la part de luminosité de ce livre. Ce sont ces interrogations d'Adrian sur lui-même. Et Rachel Kahn, dans votre livre aussi, on pourrait dire, il y a aussi cette lumière cinéma, peut-être, mais lumière aussi d'essayer d'expliquer. C'est une forme de combat. On va y revenir dans quelques instants. Ce livre, c'est un plaidoyer, c'est un témoignage, mais c'est déjà l'amorce d'un combat, c'est ça ? Je crois que toute la dernière partie, de manière intuitive, celle qui parle de réparation, entre en écho, en fait, avec le roman de Richard Malka. C'est-à-dire qu'en fait, cet équilibre entre l'ombre et la lumière, le seul moyen, c'est de se remettre en question pour se réparer, voir où sont ses propres fissures, au lieu d'aller montrer du doigt les fissures des anciens bourreaux, Non, en fait, le problème, c'est que la réparation, elle se fait lorsqu'on a coupé avec le bourreau, pas en gardant le lien. C'est comme dans un couple, en fait. Un couple, si on continue de s'embrouiller avec son conjoint, on garde le lien. Voilà, donc je pense qu'il y a cette partie-là, et c'est une fin, moi, que j'ai voulu, effectivement, sur la réparation, très lumineuse. Très lumineuse, mais... pas angélique, ni dans les romans, d'ailleurs, le roman de Richard Malka, puisque vous dites quelque chose de très fort, de très difficile. On va peut-être réfléchir et débattre de ça. Vous dites, et quelque chose d'angoissant, vous dites l'amour, pas plus que la culture ou l'intelligence, ne peut constituer une parade à la haine enfouie dans l'humanité, la haine meurtrière.
Oui, parce qu'à un moment, Adrian von Gogh, au cours de ses pérégrinations, se met à chasser des nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, et il s'abreuve de l'amour d'un nazi. Et il se rend compte que l'amour, parce qu'il perçoit les différentes saveurs de l'amour, a exactement la même saveur que celle des autres êtres humains. Les nazis pouvaient être de très bons pères de famille, de très bons amoureux, pouvaient aimer leurs femmes, pouvaient aimer leurs amis. Ça protège pas, malheureusement. Ni la culture, parce que c'était la culture la plus subtile du monde à l'époque, la plus raffinée, la plus riche, ni l'amour ne sont des protections contre la barbarie, c'est autre chose qui est à l'œuvre. Rachel Kahn, vous définissez des fois comme une afro-yiddish. Oui. Ça vous parle, cette histoire avec cette période du nazisme, qui est un moment assez fort aussi dans le roman de Richard Malka? Ah bah oui, oui, forcément, puisque c'est vrai que, en fait, moi, je fais partie je suis petite fille de déportés. Donc, évidemment que ça me parle beaucoup. J'ai eu la chance de connaître mon grand-père. C'est des cauchemars toutes les nuits, quand même, que moi, enfant, je peux pas comprendre. Quand on voit son grand-père comme ça crier la nuit, c'est particulier. Quand on voit que sa maman reste toujours cachée, en fait, toute sa vie à un endroit, parce qu'elle a été cachée jusqu'à l'âge de... Une enfant cachée. Ouais, 5, 6 ans. Moi, je n'avais pas le droit aussi de ne pas me légitimer, enfin, pour eux, en fait. Il fallait que je parle en mon nom. Pour eux, c'est ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, peut-être. En tout cas, tous ceux qui me créent des problèmes aujourd'hui, c'est que je suis dans cette obligation-là de parler. En votre nom et pas en leur nom aussi? En leur nom de qui? Vos parents? Non, en mon nom. Enfin, en mon nom, parce qu'en fait, sinon, ça se transmet, ce genre de choses-là. Au nom de vos parents? En mon nom. Non. en mon nom, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a une transmission qui se fait, une transmission du silence, une transmission d'être caché. Moi, c'est vrai que... Après, j'ai essayé d'analyser ma couleur de peau par rapport à ça. Je sais que ma mère... elle aime mon père, il n'y a aucun doute là-dessus, ils sont encore ensemble, ils s'aiment à la folie. D'ailleurs, je leur en veux beaucoup pour ça. Non, non, mais non, c'est pas vrai. Alors mais... votre couleur, c'est pas un grand secret, vous êtes ce qu'on appellerait une métisse. Oui, c'est ça, sauf qu'en fait... Métissage créole. Si on analyse un peu ma mère, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est la couleur de ma peau qui me cache des nazis. C'est ça, en fait. Rachel Kahn, Richard Malka sont nos invités dans Enfants d'Abraham. On va se retrouver dans quelques instants. Enfants d'Abraham, c'est la suite de notre émission en direct. Aujourd'hui, nous discutons plutôt que débattons, à la limite, avec nos invités, que nous sommes très heureux de recevoir ce soir. L'écrivaine, je ne sais pas, on peut le dire comme ça, la romancière, la juriste, l'actrice, la championne d'athlétisme aussi, et s'appelle Rachel Kahn. Elle est avec nous. Son livre, qui fait beaucoup de bruit, on l'a dit, s'appelle Racé. On va encore en parler parce que les thématiques sont extrêmement fortes, et nous sommes en compagnie, bien sûr, aussi de Richard Malka, l'avocat fameux de Charlie Hebdo, et c'est déjà un titre de noblesse, et l'auteur d'un très beau roman, très spectaculaire, Le voleur d'amour, qui est un livre, évidemment, qui pose aussi beaucoup de questions, notamment la question de l'enfance. On entendait juste avant la pause Rachel Kahn parler de cette enfance, de sa couleur de peau, de ses parents. L'enfance joue dans ce livre un rôle fondamental. Oui. Alors, non seulement l'enfance, mais la conception, puisque j'ai un peu inversé la thématique du blasphème. Enfin, en tout cas, je l'ai réinterprété à ma manière. Autrement dit, les parents d'Adrian von Gogh, au moment de sa conception, commettent un blasphème contre leur nature, qui est pour l'un d'être homosexuel, pour l'autre d'avoir refusé ses désirs pour sa femme pendant des années, et ils se font une promesse d'amour éternel. Et ça, c'est un blasphème, puisqu'ils ne respectent pas leur nature. Il en est une émotion particulière qui modifie une poussière d'atomes, qui crée une mutation génétique, d'où vient le pouvoir d'Adrian von Gogh, qui naît par ailleurs dans des conditions très tragiques et qui est privé d'amour pendant toute son adolescence, et qui développe ce don
de voler l'amour, parce qu'il en a tellement été privé qu'il en a un besoin vital. Avoir été aimé, vous dites, dans l'enfance ne protège pas de tout. Et vous parlez même d'une enfance qui est souvent difficile, mais qui est de nature à faire émerger les grands hommes. C'est ça que vous voulez dire ? Non. Alors, être aimé, c'est quand même mieux que de ne pas être aimé. Ça protège de beaucoup. Néanmoins, mais pas de tout. Non. Alors, néanmoins, ce que je dis, effectivement, quand Adrian rencontre Lord Byron et John Keats en Angleterre, c'est qu'il a une réflexion qui est qu'en fait, les grands hommes ont toujours une enfance malheureuse. L'enfance heureuse ne produit pas assez de failles pour donner un moteur, en fait. Et avec tout ce que ça implique de sacrifice, de renoncement, d'effort. Je crois ça. Les enfances malheureuses sont aussi des moteurs, ça donne faim. Non, mais on peut se rassurer comme ça quand on a eu une enfance difficile. Rachel, sur cette enfance, vous aussi vous êtes d'accord ? Une enfance difficile crée le caractère et crée des destins extraordinaires. C'est surtout cette notion de désir. Il y en a chez qui ça crée un désir, et de toute façon, dans le désir, il y a cette puissance qui fait qu'on peut tout dépasser. Là, je prends l'expérience notamment du sport aussi, quelque chose de très concret, mais évidemment, après, le désir d'amour fait que vous obtenez, que vous avez cette faim d'amour, et après, si on désire être victime, après, c'est ça tout le problème, quoi. On fait rien. Ouais. Victime. On tombe toujours sur cette réflexion. Aujourd'hui, les gens se revendiquent comme victimes dans des groupes, alors je sais pas, on pourrait dire victimisés, c'est ça, comme racisés. Richard Malka, vous tombez toujours en ce moment sur ça, sur cette question. Pour moi, la victime. Pire au monde, ce serait qu'on me considère comme étant une victime. Mais c'est un cauchemar. Pourtant, je pourrais trouver des raisons dans mon parcours de me considérer ainsi. Mais qui a envie d'être victime ? Enfin, c'est étrange pour moi. J'ai une incompréhension. C'est le pire statut qui soit. Alors, il y a des vraies victimes, mais c'est pas celle-là qui revendique. Votre livre, qui est un roman... En général, c'est ceux qui revendiquent, ils ont des foulards Hermès, et... Oui. Voilà. Vous voulez parler de la cérémonie des Césars une fois de plus. Oui, ou d'autres, ou de Sciences Po, ou encore de Meghan Markle, qui ne doit se déplacer qu'en jet privé, mais qui serait une victime. Le livre n'est pas politiquement correct, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'entend depuis tout à l'heure avec vous, Richard Malka. Et vous allez plus loin, vous dites d'ailleurs toutes les révolutions progressistes finissent par un plus grand malheur. Vous évoquez notamment la terreur après 1789, les Khmers rouges. Oui, la révolution culturelle, la révolution le goulag après 1917. Oui. Non, mais le problème, c'est qu'effectivement, on constate en regardant ces révolutions qui, in fine, ont apporté, en particulier la Révolution française, mais c'est quand même en général toujours les plus radicaux qui éliminent les précédents. Les premiers révolutionnaires qui leur coupent la tête, et puis ensuite des encore plus radicaux, et puis au final, c'est le peuple qui a fait la révolution qui paye le plus cher. C'est le cas encore aujourd'hui. Je crains que ce ne soit la tendance. Vous êtes, on le dit, vous deux, des artisans ou des défenseurs, des combattants de la liberté d'expression. J'ai quand même envie de vous poser une question, Richard Malka, ce soir, puisque on parle de votre livre, on parle de votre vision politique, philosophique, mais je reviens à l'avocat. Je vais le dire, on l'a déjà dit sur cette antenne, l'avocat que vous avez été notamment lors du procès des attentats de Charlie. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup dit, c'est un procès qui est historique. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Qu'est-ce qui fait l'historicité de ce procès selon vous ? Vous qui avez plaidé de façon aussi forte lors de ces audiences tout à fait particulières où on a parlé de la liberté d'expression, de l'antisémitisme, du terrorisme, de la haine.
Je crois que c'est pas à moi de dire s'il a été historique ou pas historique. Et puis ça, on le saura dans quelques décennies. Je crois néanmoins que ce procès a fait bouger les lignes, un peu, a fait relever la tête de certains, à en juger des milliers de messages que j'ai reçus de gens qui se croyaient seuls. Et non, vous n'êtes pas seuls. Les enseignants ne sont pas seuls. Et ils ont entendu ça pendant ce procès. Et puis il y a eu tout ce qu'il y a eu autour, évidemment Samuel Paty et tous les drames. Le discours des Mureaux d'Emmanuel Macron. Il y a eu un moment historique, en tout cas. Un moment où on a pris conscience. Et où on a relevé la tête. Et où on a pris conscience qu'on allait dans le mur, je crois. Vous avez cité Samuel Paty et aussi les Césars, d'ailleurs, qui ont été une sorte de patchwork de toutes les revendications politiques, mais il n'a pas été question une seule fois, d'ailleurs, du nom de Samuel Paty, ce qui représente quand même un événement inouï. Ni Charlie Hebdo, par contre Dieudonné, oui. Ouais, Dieudonné a été cité. Moi, je renvoie les gens qui étaient dans cette salle à leur conscience. Moi, j'avais l'impression d'assister à un spectacle des années 30 en Allemagne. C'est-à-dire ce rire malsain, cette posture, c'était malsain. C'est votre sentiment, Rachel Kahn. Vous qui avez participé aussi à un livre fait par des actrices d'ailleurs, qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier », on peut y revenir un instant, ça c'est intéressant. Ça a été l'expression d'une revendication qui, l'an dernier par exemple, au César, a été manifestée par votre collègue, Aïssa Maïga, mais qui a mis aussi un peu le malaise. Enfin, ma question, c'est de vous dire, quand vous écrivez ce livre Racé, vous voulez dire quoi ? Je reste sûre, noir n'est pas mon métier. Noir n'est pas mon métier. Oui. Noir n'est pas mon métier. C'est le titre. Ce titre a été tiré de mon témoignage dans ce livre. Après, ce qu'on voit, c'est l'évolution de comment on passe de noir n'est pas mon métier à je suis noir et je pointe les noirs dans la salle. Mais moi, mon métier, c'est pas ça. Vous aviez été choqué aussi par, c'est pas par cette actrice. C'est juste que c'est complètement l'opposé du message du livre, en fait. Donc voilà. Après, nous sommes des universalistes. Je crois que comprenez-le aussi simple que ça. C'est ça. Après, c'est intéressant ce parallèle des années 30 parce qu'on arrive aux années 30 bientôt, dans 10 ans. Et moi, c'est ça qui me... On voit tous les signaux faibles, en fait. Je vois qu'on on arrive dans les années 30, dans 10 ans. Dans 10 ans. Oui. Pourquoi ? Parce que... c'est l'arithmétique. Parce qu'on est en 21. Et en 31, vous êtes sûr, on arrive ? Non, mais là, il faut... Sans rire. Il faut justement que les gens considèrent qu'ils ne sont pas seuls, que les artistes travaillent sur leur création. Ça fait... ce qui s'est passé là au César... C'est quand même une honte que personne ne soit levé. Alors que l'an dernier, certains s'étaient levés pour évincer et critiquer Polanski. Et voilà, chacun se regarde dans sa glace, hein, mais cette cérémonie... moi, je m'adresse à l'Académie des Césars. À quoi bon organiser de telles manifestations ? Mieux vaut ne rien faire. Parce que c'est un spectacle obscène. Voilà, je crois que la cérémonie des Césars est habillée pour l'hiver. Est-ce qu'elle sera réanimée, comme on dit certains, l'année prochaine ? Je reviens, excusez-moi Rachel. de couper, pardon, mais c'est aussi dans un contexte de pandémie. C'est dans un contexte où les artistes doivent être les législateurs de l'ombre, doivent capter en fait ce qui est nécessaire de capter pour nous les mettre en création, pour nous donner effectivement des émotions, du désir, de l'amour, de l'émerveillement, de la liberté. Et là, on est dans cette pauvreté, en fait. Et là, dans cette situation mondiale où tout le monde est un peu perdu, on a besoin que les artistes reviennent en première ligne pour nous montrer certaines voies. Tu disais un peu de courage. Ouais. Le courage, vous n'en manquez pas, chacun d'entre vous, en l'occurrence qui êtes là ce soir dans Les Enfants d'Abraham, qui est toujours une émission où on parle un peu de gens qui combattent, qui se dressent, qui se lèvent, qui sont debout, comme on dit, devant l'adversité. Je reviens un instant donc au livre de Rachel Kahn, Racé, où vous parlez notamment, alors c'est assez amusant,
vous parlez, pour revenir à ces histoires de racisés, mais de repentance, des white gauchos. Alors, qu'est-ce que c'est que les white gauchos qui sont dans la repentance? On en trouve beaucoup à l'université, et ceux-là, ils ne vous plaisent pas du tout. Non, c'est le genre les white gauchos, pour moi. Bon, alors il y a un écho, évidemment, avec l'islamo-gauchisme, mais le truc, c'est que... Et là, je prends des situations très concrètes. D'être en face de jeunes femmes blanches, des journalistes notamment, et qui me disent, mais vous, en tant que racisés... Et donc, je dis, mais je ne suis pas racisée. Ah si, vous êtes racisée, enfin. Et donc, en fait, ils savent mieux que moi qui je suis, en fait. Donc, voilà, c'est un peu... Et en tirant un petit truc de supériorité, d'être repenti et d'être dans un truc de flagellation de soi-même aussi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à la victimisation répond une culpabilisation. Et vous refusez absolument cette victimisation, d'être enfermé dans cette identité blessée, d'autant que je le disais dès le départ, vous pourriez revendiquer toutes sortes d'héritages, de blessures, de fêlures, etc. C'est pas une identité blessée, c'est une identité figée. On a tous des identités blessées, sinon on ne serait pas là. Enfin, je veux dire, tout le monde est blessé. Enfin, c'est ce qui fait la vie. C'est-à-dire que le morcellement, ne serait-ce que par rapport au langage, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais donc en fait, c'est tout le monde est blessé, tout le monde est morcelé, tout le monde a eu des choses qu'il a vécues. Après, c'est comment on fait avec ça. Et là, ce sont des identités qui sont repliées sur elles-mêmes et qui font que, notamment pour notre jeunesse, on n'a rien à leur offrir de merveilleux, de quoi vivre en fait leur vie. Alors ça, effectivement, il y a une responsabilité de nous tous. Parce que pour aller vers des idéologies aussi étriquées, faut qu'on ne leur ait pas proposé autre chose, en fait. Et il y a un déficit de propositions, de rêves, clairement, à l'égard de la jeunesse. C'est une jeunesse qui a peur, et donc qui se renferme sur elle-même. Et je comprends qu'elle ait peur. Parce que on n'arrête pas de leur parler et puis que c'est la réalité des difficultés économiques, sociales, de l'écologie, de la terre qui va plus exister, donc c'est compliqué, c'est un moment, et puis il y a le Covid maintenant, mais ça. Enfin, la vie, c'est d'être blessé. T'as complètement raison. On joue toujours blessé comme au sport. Et c'est d'être offensé aussi. C'est de voir ces idées être combattues. Mais comment vous voulez vivre sans ça ? Et cette idéologie de vous êtes des victimes, vous êtes des victimes, vous êtes des victimes, vous êtes humiliés, c'est ce qui est à la source d'à peu près toutes les guerres et de tous les génocides. Au Rwanda, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand vous répétez à quelqu'un, que ce soit Rwanda ou que ce soit Mohamed Merah, tu es une victime, on ne t'aime pas, tu es discriminé, mais vous devenez dingue et vous devenez violent. Donc vous êtes dans le rejet forcément, et vous êtes surtout dans l'absence d'interrogation sur vous-même. C'est toujours la faute des autres. Donc vous ne faites jamais rien, puisque rien n'est de votre faute, qu'il n'y a aucune remise en cause, donc aucune évolution. Or c'est ça le chemin d'une vie, c'est d'apprendre de ses échecs, c'est d'être blessé, c'est d'avancer, c'est de se remettre en cause. On commence à vous connaître mieux, en tous les cas sur cette antenne, enfant d'Abraham, Richard Malka, Rachel Kahn. C'est l'occasion de vous poser une question aussi d'actualité, mais d'actualité forte. Hein. Vous avez donné vos origines tout à l'heure, enfin je les ai un peu révélées aussi à ma manière. Le judaïsme marocain pour Richard Malka. Moi j'ai rien donné du tout. Hein. Vous n'avez pas balancé. Rachel Kahn, j'ai envie de vous interroger quand même sur quelque chose qui peut apparaître un peu... On va prendre les mots avec des pincettes, un peu religieux, un peu messianique, un peu miraculeux. C'est ces accords qu'on appelle les accords d'Abraham. Le fait que l'État d'Israël ait pu signer des accords avec des pays arabes et musulmans, notamment le Maroc, mais pas seulement. Est-ce que vous suivez ça de près ? Est-ce que ça vous apparaît comme quelque chose de fondamental qui veut répondre ? Richard ? Non, mais juste un propos avant quand même. Oui, bien sûr, ma culture est juive, mais je ne suis pas croyant. Au risque de vous choquer et de choquer vos éditeurs. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant... C'est une culture, hein. On n'est pas obligé d'être croyant pour avoir une culture. Mais absolument. Et je rêve du moment
où les musulmans qui le voudront pourront se dire musulmans et non-croyants. Et aujourd'hui, c'est compliqué de dire ça. Alors aujourd'hui, justement, on parle de cet antisémitisme souvent dans nos émissions. C'est une liberté. Depuis une vingtaine d'années, on parle d'un antisémitisme néo, entre guillemets, porté plus par des gens qui se revendiquent de la religion musulmane, de l'islam. Est-ce que ça, c'est quelque chose Rachel Kahn, vous avez déjà, je crois, pris position sur ces choses-là. Vous me regardez avec beaucoup d'étonnement. De l'antisémitisme. Mais bien sûr, sur l'antisémitisme, vous disiez d'ailleurs il y a quelques années que Dieudonné vous a blessé dans votre chair, c'est ça? Oui, dans ma chair, dans mon sang, effectivement. Évidemment, de toute façon. C'est parce qu'il était noir, c'est ça? Non, c'est pas ça, juste parce qu'il est antisémite. En fait, il aurait été de n'importe quelle couleur, c'était le même truc. Mais là, pour le coup, en tant que créole, en tant que métisse, ayant aussi 100% de blanc en lui et 100% de noir en lui, c'est intéressant d'être aussi fermé. Juste un mot, Dieudonné se fout des Noirs. C'est ça. C'est un fonds de commerce pour lui. Et si c'était pas le cas, son meilleur ami ne serait pas Alain Soral, qui écrit des messages racistes à une femme noire qui le repousse. Ça, c'est pour Dieudonné, voilà, pour l'antisémitisme. Alors, je reviens sur une question qui est un peu la question emblématique de la fin de cette émission. Quand elle arrive, on entendra une belle musique tout à l'heure dans quelques instants. La question fameuse, si j'ose dire, d'enfant d'Abraham. Vous avez commencé à y répondre, Richard Malka. C'est pour ça que je vais demander à Rachel Kahn de nous dire, selon elle, qu'est-ce que ça signifie être un enfant d'Abraham? Est-ce qu'il faut être finalement un enfant d'Abraham? Alors j'entends bras et j'entends âme. Peut-être c'est ça un enfant d'Abraham. Moi quand vous dites enfant d'Abraham, je me sens tout de suite un petit peu apaisée, mais ça n'a pas une connotation forcément religieuse, c'est plus dans mon imaginaire. Moi si je devais écrire quelque chose sur enfant d'Abraham, je verrais justement toute cette véritable diversité, sans exclure les uns et les autres, quelque chose qui embrasse et qui... C'était le père des multitudes de nations. Voilà, c'est ça. Et ben c'est ça, pour moi, c'est l'universalisme. L'enfant d'Abraham, c'est l'universel... Il faut l'être. Enfant d'Abraham. C'est bien de l'être. C'est ni bien ni pas bien. Si après on a l'image d'Abraham et d'être enfant d'Abraham, ça rajoute quelque chose à l'universalisme. Richard Malka, enfant d'Abraham? Je ne sais pas, c'est peut-être l'émancipation de là d'où on vient pour devenir ce que l'on est. C'est joli. C'est joli, devenir ce que l'on est. On va écouter un petit cadeau musical dont Avner me parle à l'instant, bien sûr. Peut-être retrouver, ça ce sera le cadeau qu'on réserve à Rachel Kahn, retrouver la Yiddish Mameh chantée en arabe par Salim Alali. Mais avant, on va passer du hip-hop, c'est ça? Voilà, Avner, du hip-hop en hommage aujourd'hui à Rachel Kahn. Super. Israélien. חביבי יש מסגרת אין סוף לאשראי כולם בבית עיניים אליי פתחו את הסטורי תגידו לי ביי אני לא חומה ולא בובה בנאי כולם אש אז מי הכבאי? לא אני הפטרון קיבלתי את הצ'ק וגם אין פה המון נהל את המדינה כמו מועדון כאילו הולכים פה על הלישון מראה מראה שעל הקים תגידי מי אני ומי אשים וואלה רק רוצים אחרת הגזרה בוערת תגידו מה אני בדוביי. Voilà, ça c'est du rap, du hip-hop israélien qui rend très heureux, en tous les cas, Rachel Kahn et Richard Malka dans cette émission. Il faut un peu de bonne humeur. C'est vrai que d'habitude on charrie que des sujets extrêmement pénibles et douloureux. On va écouter cette fois-ci un extrait d'une chanson de Lynn Monty, fameux Yaoumi en arabe, La Maman. اسمك دايما في فمي من يوم اللي عيني شافوا الدنيا شاف
Lynn Monty sur Radio J dans Enfants d'Abraham avec nos invités qui écoutent ces mélopées orientales en arabe. Je ne sais pas si on aura l'occasion peut-être à une autre possibilité d'entendre Yiddish Mamé en arabe chanté par Salim Alali. En tous les cas, nous étions extrêmement heureux ce soir de recevoir Rachel Kahn, Richard Malka. Rachel, on va dire un dernier mot de votre livre Racé. C'est un livre, vous diriez, de combat aujourd'hui. De combat, enfin, mais de combat, mais vraiment de combat extrêmement joyeux aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux de mots, enfin, d'humour. D'ailleurs, mon éditrice m'en a viré plein. Et De calembours. De calembours. Mais je me suis beaucoup amusée aussi, c'est ça. Et quant à Richard Malka, j'indique à nos auditeurs que dans 2 semaines, ils pourront déjà avoir lu le voleur d'amour, mais aussi parce que vous êtes scénariste de bande dessinée depuis très longtemps également, et vous avez scénarisé en bande dessinée le témoignage très beau de Robert Badinter sur sa grand-mère juive, Idis. Et ça, évidemment, on s'y attend à ce livre, que je disais, voleur d'amour, est très spectaculaire, très intéressant. Ça va donner lieu à une exploitation cinématographique ? J'espère. Mais ça c'est un film cher quand même, sur plusieurs siècles et en costume. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, en direct sur notre émission Enfants d'Abraham. Dans quelques instants, vous allez retrouver l'émission, cette fois-ci en judéo-orientale, orientale de Avner. Merci à vous et rendez-vous donc dès la semaine prochaine, mardi, à partir de 21h. Et non, ce ne sera pas mardi, ce sera après, puisque mardi, ce sera un spécial élection israélienne. Vous savez, c'est la 4e tour, si j'ose dire, des élections en Israël. On en parlera bien évidemment sur Radio J. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.